BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. On accueille maintenant Rachid Larrache. Bonjour Rachid. Merci d'être avec nous pour Cinéval et on va rappeler, parce que c'est un peu de période, de saison on va dire, les règles d'organisation des assemblées générales dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'il en est ? Ça va être le grand retour des assemblées générales en présentiel, donc tous ceux à qui ça a beaucoup manqué, les débats sans fin sur les 18h, 23h30. Exactement, les teintes de couleurs du hall, savoir est-ce qu'on va le prendre en rose saumon ou en je ne sais quoi, le copropriétaire du 5e qui a décidé de construire une cabane de jardin sur sa place de parking et avec lesquels on va avoir des débats houleux. Tout ça, on va enfin pouvoir le retrouver le 9 juin. Ouais. Et alors bien sûr, il y a une jauge qui a été mise en place. C'est dans le cadre du protocole en fait qui a été mis en place par le gouvernement. Les assemblées générales vont pouvoir se tenir en présentiel à partir du 9 juin, à partir du moment où on limite, et enfin on a au minimum 4 mètres carrés par personne. Et donc effectivement, lorsqu'on regarde, ça va. Louer Bercy pour. C'est ça, exactement. Ça veut dire que pour les petites copros, ça va pouvoir se faire. Il faut trouver quand même une salle assez importante. Parce que si on est 25, il faut une salle de 100 mètres carrés, donc c'est pas non plus. Il faut la trouver. Et effectivement, lorsqu'on a une copropriété avec 150 copropriétaires, là, c'est Bercy ou ça devient un peu plus compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut se rabattre sur les solutions en distanciel. Et donc là, on a deux solutions. La visio, et ça c'est ce qui est privilégié par la loi, mais pas par les professionnels. Aujourd'hui, la plupart des professionnels... D'ailleurs, pas par les professionnels, à l'initiative parfois des copropriétaires eux-mêmes, qui font là preuve d'un côté rétrograde assez prononcé. Hein. Ah, complètement. Là, c'est très surprenant parce que autant avant on avait beaucoup de mal à les faire venir en assemblée générale, on avait des taux de participation qui chutaient, autant aujourd'hui maintenant ils boycottent l'assemblée générale en distanciel et souhaitent impérativement qu'elle ait lieu en présentiel. Donc on essaie de comprendre un peu la logique. Ouais. Toujours est-il qu'effectivement aujourd'hui on a deux choix, la visio, le vote par correspondance. Le vote par correspondance, pour être clair, c'est-à-dire vous recevez toujours votre petit pavé de convocation, mais à la fin de ce pavé vous avez un petit formulaire où vous avez les numéros de chaque résolution et vous devez voter pour, contre ou vous abstenir. Très compliqué à mettre en place parce que vous imaginez, vous avez des résolutions que vous ne connaissez pas avec des objets qui sont qui peuvent mettre un peu flous et en fait on vous demande de voter. Donc soit le syndic joue la carte un peu de la pédagogie et il organise une réunion d'information en ligne avant l'assemblée générale où il va justement échanger avec les copropriétaires et leur expliquer et aussi répondre à leurs questions. Mais on en a d'autres qui jouent pas le jeu et qui en fait envoient juste cette convocation et qui demandent aux copropriétaires de voter et forcément ça donne des difficultés ensuite en termes de dépouillement parce qu'on a des copropriétaires qui ne comprennent pas, donc ils votent oui et non à certaines résolutions. Des fois, ils raturent et reformulent les résolutions. Donc à partir de là, c'est très compliqué d'avoir un procès verbal qui soit valide. La visio, aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 10% des assemblées générales. Le problème, c'est le problème technique. C'est qu'aujourd'hui, on a des syndics qui ne sont pas encore outillés pour tenir ces assemblées générales en visio. Et là, pour le coup, paradoxalement, on a des groupes qui ont pour le coup pris de l'avance sur ce sujet, qui ont beaucoup investi. Et effectivement... C'est-à-dire que la digitalisation des syndics n'est pas encore uniforme ? Donc c'est clair, et ça demande des moyens très importants, très conséquents. On prend Foncia qui est le leader en France, ils sont en train de revoir complètement leur système d'information, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qu'ils mettent sur la table. Les autres acteurs sont dans cette logique-là également. Ça veut dire quoi, Rachid ? Ça veut dire que si on veut passer à la copro 2.0, faut forcément virer le petit syndic et avoir une superbe écurie, ou au contraire, ça veut dire que les grosses écuries, il faut qu'elles mettent des millions d'euros pour remettre à jour leur système, alors que peut-être qu'un petit syndic qui débute un peu en mode start-up, il va être hyper au point pour nous faire passer à la copro 2.0 ? En fait, les deux, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupes qui vont investir massivement dans leurs propres solutions, et on a des petits... Alors effectivement, les petits, ils ont tendance à être marginalisés. On va avoir des petits qui vont soit grossir, soit se faire racheter. On va plutôt avoir des indépendants de taille moyenne. Ces indépendants, en fait, ils vont plutôt se reposer sur des solutions qui sont proposées par des startups. On a de plus en plus de startups aujourd'hui qui proposent des solutions d'assistance aux assemblées générales en visio avec la possibilité de... Parce que la contrainte, elle est la plus importante, c'est qu'on doit pouvoir identifier chaque copropriétaire qui se connecte. Il y a un procès verbal qui est diffusé derrière, donc il faut qu'on soit sûr que ce soit bien cette personne qui est votée. On ne peut pas faire une assemblée générale sur Zoom, pas possible, il faut la faire sur une solution sécurisée. Donc on a des startups qui le font, Syndicapli, Cement, AG Connect, donc ces solutions
solutions existent et en fait, c'est aux indépendants de mettre en place ces solutions le plus rapidement possible. Et on est encore aujourd'hui dans des petits comptes d'apothicaires de se demander est-ce que finalement ça sera intéressant ou pas. En fait, c'est un passage obligé, il faut être clair. Donc plus vite ils passeront le cap, plus facile ce sera pour eux de gérer leurs immeubles. Voilà donc pour le côté un peu saisonnier, donc cette évolution début juin, dans une semaine grosso modo, sur les assemblées générales. Il y a d'autres questions qui peuvent se poser et l'une qui revient fréquemment puisqu'il y a une évolution, c'est la copropriété dans un immeuble neuf. Comment se met-elle en place? Alors ça, c'est une disposition de la loi Elan qui est passé mais complètement en dessous des radars, c'est que la loi Elan a modifié l'acte de naissance de la copropriété. Auparavant, c'est lorsque l'immeuble était achevé, c'est un peu la jurisprudence, et comme il y avait un flou autour de l'acte de naissance, la loi Elan a décidé que la copropriété naissait à partir du moment où on livre le premier lot. Donc à partir du moment où vous donnez les clés à votre premier acquéreur. Et ça pose une vraie difficulté parce que en fait, si la copropriété naît à ce moment-là, ça veut dire que vous ne pouvez convoquer votre assemblée générale qu'à partir du moment où vous avez livré ce premier appartement. Et donc soit en fait vous vous retrouvez avec un premier appartement livré, mais ensuite une assemblée générale qui a lieu forcément un mois plus tard, et donc une livraison des parties communes qui a lieu un mois plus tard. Donc en fait vous avez votre appartement, mais vous ne pouvez bénéficier des parties communes, donc du hall, de l'ascenseur, qu'un mois plus tard. Donc c'était pas cohérent. Donc en fait ce qu'a fait la loi Elan, c'est qu'en fait elle a légitimé le syndic provisoire pour faire la livraison des parties communes. Et ça a posé un vrai problème parce que le syndic provisoire il n'a pas été élu. Auparavant on avait une assemblée générale de copropriété qui avait lieu avant, les copropriétaires se réunissaient, ça pouvait faire l'objet de débats sans fin, parfois même le promoteur mettait en place sa propre filiale comme syndic, donc là ça crée des tensions importante, mais quoi qu'il arrive, on avait quand même un débat en assemblée générale. Les copropriétaires choisissaient leur syndic, et c'est lui ensuite qui assistait à la livraison des parties communes et qui défendait par conséquent les intérêts des copropriétaires. Il allait vérifier que l'ascenseur fonctionnait bien, la chaufferie, qu'il n'y avait pas de fissures dans le parking à reprendre, ce genre de choses. Là, la livraison est faite par le syndic provisoire. Ce syndic provisoire qui est nommé par le promoteur. Donc là, on voit effectivement les situations de conflit d'intérêts que ça peut générer. Donc, in fine, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va se retrouver avec une généralisation des mises en concurrence syndic avant même la première assemblée générale. Et nous, on le voit en tant que courtier en syndic, on a de nombreux promoteurs qui nous missionnent pour faire cet appel d'offres. Ils estiment que finalement, ce serait casse-gueule que de venir en livraison avec un syndic provisoire qu'ils ont nommé. Et forcément, ce sera compliqué vis-à-vis des copropriétaires. Et donc, ils organisent des réunions d'information en amont et faire en sorte que les copropriétaires choisissent leur syndic provisoire. Ça, c'est la vraie évolution qu'a marqué la loi. On peut mettre en concurrence un syndic alors qu'on n'est pas encore, entre guillemets, en copropriété. Exactement. Alors, soyons clairs, tous les promoteurs aujourd'hui ne le font pas. On a encore certains promoteurs, et notamment ceux qui ont leur propre filiale de syndic, qui présentent un seul contrat, qui est en l'occurrence le contrat de leur filiale. Et là, pour le coup, ça va... Alors, autant auparavant, ça pouvait créer des tensions, autant là, avec un syndic provisoire qui procède à la livraison des parties communes, là, ça risque d'exploser. Donc, même ces sociétés-là, je pense qu'à court terme, elles vont être obligées de jouer le jeu, jouer un peu la transparence et faire en sorte que les copropriétaires soient acteurs et qu'ils choisissent eux-mêmes leur syndic provisoire. Mais du coup, ça passe forcément, je suis désolé, par un courtier comme vous, je veux dire... Alors, en fait, soit le promoteur... Que les copropriétaires ne se connaissent pas... Alors, je vais pas vous dire le contraire, c'est vrai que ce sera beaucoup plus simple avec un courtier comme nous. Pour autant, le promoteur peut le faire par lui-même, mais c'est vrai qu'il y aura toujours une suspicion de la part des acquéreurs de se dire mais pourquoi vous me présentez un tel ou pas un tel? Mais il y a toujours ce fantasme du conflit d'intérêts qui existe entre le syndic provisoire et le promoteur. C'est pas qu'un fantasme, on constate quand même grosso modo que sur un immeuble neuf, généralement le premier syndic qui est là... il a des émoluments très hauts, on sent bien qu'il n'y a pas eu de vraie recherche. Ça dépend. Nous, on le voit, ça dépend vraiment des promoteurs. On a certains promoteurs qui, en fait, ont conscience que ça dégrade de beaucoup leur image de marque. Et pour le coup, l'enjeu lié au syndic, pour le coup, ne prend pas le pas sur l'image de marque du promoteur. Et donc, à ce moment-là, ils jouent le jeu de la transparence. On a notamment, nous travaillons avec des promoteurs comme Vinci Immobilier, comme Kaufmann Broad, comme Eiffage, qui nous font confiance parce que justement, ils estiment que leur image de marque doit primer sur de grosses écuries. Oui, mais même des petits. On travaille avec des promoteurs comme City, comme Pierre Étoile, qui vont livrer quelques centaines de logements par an, mais qui estiment que finalement leur image de marque doit prévaloir. D'autres n'ont pas encore sauté le pas, et je pense que c'est juste une question de temps. Mais effectivement, cette disposition de la loi Elan, elle est plutôt passée sous les radars. Rachid Larrage et Cineval, merci beaucoup d'être passé nous voir.